Voilà. Alors est-ce que maintenant on nage pas en plein paradoxe, à savoir que on a besoin qu'il y ait de la full disclosure, comme disait Fabrice à l'instant, on en a besoin, et ce sont plutôt les hackers éthiques qui le font, mais comment dire, tant qu'il n'y a pas des hackers susceptibles de faire ce travail qui est au début illégal, on ne peut pas savoir qu'il y a des failles. Alors, c'est peut-être ça la vraie faille, la faille dans le système, dans l'écosystème. Il faut bien qu'il y ait des hackers citoyens qui fassent ce travail-là, mais quelle est la solution, quelle est la possibilité offerte par le marché, par l'écosystème, pour rendre la chose ne serait-ce que légalement acceptable, si ce n'est éthiquement, déontologiquement acceptable, voire encouragé. Les paradoxes, on peut en donner plusieurs aujourd'hui dans le cas de la sécurité. Le premier, c'est qu'on construit des systèmes qui sont de plus en plus complexes. La partie hardware qui communique avec des softwares développés par un tiers, lui-même qui utilise une librairie hébergée sur un cloud. Je caricature un peu, mais ça vous donne une idée. Après, en plus, comme vous l'avez bien dit, il y a l'humain qui rentre en jeu. Et en parallèle à ça, on a une démocratisation intense des outils d'attaque. Ce qui fait que on a deux mouvements qui sont complètement contradictoires, qui sont en train d'avancer. Il y a aussi un autre paradoxe qui est l'aspect légal, comme vous l'avez bien soulevé. C'est que, quelque part, pour détecter une faille, on est au bord de l'illégalité, mais que derrière, en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a des gouvernements qui achètent ce type d'outils. Vous voyez, donc on nage vraiment en plein paradoxe, mais je pense qu'il y a un dénouement qui est en train de se dessiner, qui est celui de ce qu'on appelle, qui est connu depuis quelques années par les spécialistes, l'ethical hacking, mais qui est aussi que la sécurité ne se fera pas sans les hackers qui ont envie d'aider. Elle se fera contre eux, peut-être, mais elle ne se fera pas sans eux. Mais alors là, on est dans le contexte très particulier de l'écosystème cybersécurité. Si on peut appeler ça un écosystème, parce que on est en train de voir qu'il est un petit peu bancal, on est confronté à une sorte d'aporie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'attitude offensive consistant à explorer les failles d'un système pour les révéler au public, puisque la plupart du temps, ça pose des problèmes d'ordre légal, et notamment sur le copyright des logiciels, qu'on n'est pas censé explorer. Pourtant, on sait de manière sous-jacente que les hackers, éthiques ou pas, le font à un moment donné, ne serait-ce que par curiosité, d'accord ? Ce qui nous amène évidemment, et nous amènera par la suite à parler de ce concept de full disclosure, c'est-à-dire que quand on découvre une faille, on a intérêt à la partager avec le reste de la communauté. Il y a cette espèce de fragile limite entre l'offensif et le préventif. Comment surmonter cette véritable aporie intellectuelle, Yassir ? Je pense qu'il y a le côté offensif, où il y a deux aspects, je pense, qui sont en train de se dessiner très clairement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethical hacking, que les experts aussi connaissent très bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une formation, des certifications qui leur permettent de faire ça dans un cadre, ce qu'on appelle éthique, mais qui quand même nécessite un contrat entre la personne qui est ciblée et ces gens-là. Un contrat qui délimite jusqu'où peut aller la personne en question, là où elle doit s'arrêter pour justement ne pas se mettre en danger. Donc ça, je pense que c'est une activité qui existe et qui est très connue. Il y a une autre activité qui est, on parlait, qui est au plus proche de la réalité de ce que font les hackers, ou qui est aujourd'hui, il y a des entreprises qui comprennent ça de plus en plus, surtout les entreprises technologiques, c'est en train de se démocratiser, qui est ce qu'on appelle typiquement soit les bug bounty, ou le fait que des hackers envoient, ils font effectivement, ils sont dans un cadre parfaitement illégal, mais ils envoient un POC à des entreprises, et certaines entreprises arrivent à accepter ça, voire à redonner un petit prix ou à la personne pour la remercier. Et c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer énormément aujourd'hui. De plus en plus d'entreprises commencent à se dire il ne faut pas négliger cette piste-là. Alors, est-ce que je peux vous demander de rebondir, et notamment demander ça à Fabrice Eppelboin, sur ce thème des plateformes qui vont à terme exister, pour qu'on fasse, alors peut-être pas un exercice de prospective sur l'évolution de l'écosystème, mais se poser la question de savoir si il est en train de se structurer et de gagner en fluidité. Il est en train de se développer à une vitesse phénoménale. L'écosystème, c'est quoi ? C'est la vente de failles de sécurité. Et c'est très concrètement ce que fait une boîte comme Sogeti, c'est-à-dire qu'elle va avoir un client qui a des failles mais qui ne le sait pas, elle diagnostique ses failles et elle lui vend un package de failles. Ensuite, le client va les corriger. Ça, c'est la version la plus gentille de ce marché-là. Il y a un contrat commercial, il n'y a aucun risque juridique entre Sogeti et ses clients, tout ça est bordé, il y a un accompagnement juridique de l'ensemble et il n'y a quasiment jamais le moindre problème. À l'extrême inverse, on a le hacker qui découvre une faille de sécurité chez quelqu'un qui pourrait être un client de Sogeti et qui va communiquer, ce qu'on appelle qui va arriver vers un full disclosure, qui va dans un premier temps essayer de communiquer avec l'entreprise pour lui révéler la faille. Là, souvent, on est dans un cadre qui n'a aucune garantie juridique pour le hacker, qui prend un risque en essayant de rendre service la plupart du temps. Oui, d'ailleurs, certains hackers
sont allés en prison Oui, parce c'est qu'ils pas ont un tenté hacker. de révéler, on connaît l'histoire, je ne me rappelle plus du nom de ce hacker, qui sur avait quelque révélé chose qui- les failles de la carte bleue et qui s'est retrouvé attaqué, alors qu'en fait, il voulait partager avec la communauté ces failles-là pour ne pas que... Tout à fait, et il s'est retrouvé en tôle avec beaucoup d'ennuis. Voilà. Et puis, on a le cas de figure de quelqu'un qui découvre une faille sur un logiciel, typiquement ce qu'a fait Hacking Team, et qui l'utilise de façon malveillante et qui va vendre ses failles ou un assemblage logiciel qui inclut ses failles de façon à faire quelque chose de clairement malveillant. Et ça, non plus, il n'y a aucune régulation. Clairement, Hacking Team n'est pas dans l'illégalité. Il n'y a aucun problème. Alors que le petit hacker qui va trouver une faille chez une grosse entreprise et qui essaye de prévenir la grosse entreprise, prend un risque juridique. Et donc fondamentalement, ce marché, il y a de plus en plus de failles parce qu'il y a de plus en plus de complexité, va se structurer. Il va se structurer d'abord parce que des acteurs comme Sogeti grossissent à vue d'œil et structurent leur marché. Et puis il va se structurer de par l'apparition de nouveaux intermédiaires qui sont entre des grosses entreprises qui ont besoin de détecter ces failles, et puis les petits hackers qui n'ont pas de protection juridique. Et donc ces intermédiaires vont offrir cette protection juridique et vont offrir un cadre de rémunération standardisé, parce qu'il apparaît logique que les grandes entreprises, au même titre qu'elles payent Sogeti pour détecter des failles, puissent avoir la possibilité de payer un petit hacker indépendant dans son coin qui détecte une faille. On n'en est pas là, ça va arriver dans les années qui viennent, mais vu l'explosion des problématiques de sécurité, c'est clair que l'écosystème va vraiment se structurer très fort dans les années qui viennent. Voilà, et puis sans compter avec les entreprises qui ont évidemment anticipé ça depuis très longtemps, notamment les pure players qui ont lancé le concept de bug bounty et qui prennent littéralement les devants, Facebook, Google, Facebook, Quant en Google, France, depuis Netscape, en fait, ça fait 20 ans qu'il y a des bug bounty et que des grandes entreprises de technologie disent publiquement aux hackers, voilà, si vous trouvez une faille de sécurité, voilà le cadre dans lequel vous avez la couverture juridique de notre côté et la garantie qu'on ne vous causera aucun problème juridique, voilà le type de rémunération en fonction du type de faille. Ça existe depuis 20 ans. Ça commence à se démocratiser depuis 1 ou 2 ans, notamment sur le territoire américain. Il commence à y avoir plusieurs plateformes de bug bounty qui incitent de plus en plus d'entreprises à passer à ce mode de relation avec le milieu de hackers, parce que c'est un mode très problématique dans lequel le hacker qui, de façon assez systématique, cherche à rendre un service, se retrouve à prendre un risque juridique et à la merci d'une entreprise qui va mal réagir, qui va réagir en paniquant et en appelant son service juridique, qui va réagir sur un malentendu et qui va causer énormément de problèmes à quelqu'un qui cherchait à aider. Alors, passons maintenant la parole à Sogeti, puisque je voudrais juste avoir déjà sur les termes, sur la sémantique en quelque sorte de votre offre. Comment est-ce que vous le présentez? Est-ce que vous dites que votre offre consiste à vendre des packages de failles à des entreprises qui ont besoin de les identifier? Comment ça marche? Comment ça se présente surtout? Alors déjà juste pour rebondir sur ce que Fabrice a dit, globalement, alors c'est un sentiment personnel que j'ai observé, c'est-à-dire que quand on a commencé à faire du full disclosure et ensuite on a commencé à envoyer classiquement les POC de vulnérabilité détectée aux éditeurs, souvent c'était merci, vous avez fait du bon boulot, c'est tout, avec un nom chez l'éditeur en disant voilà, vulnérabilité identifiée par. Néanmoins, au bout d'un moment, hormis les contraintes un peu juridiques, la peur de poster, il y avait quand même un appel du pied des Black Hat en disant voilà, il y a toute une chaîne commerçante d'achat d'exploits, donc si ça vous dit, vous vendez. Et là, on est plus tenté je pense au départ, a priori, d'aller chercher un peu de rémunération plutôt qu'un nom sur une page, quoi. Au bout d'un moment, on l'oublie. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on voit des gros éditeurs récompensés, je pense qu'ils ont compris qu'en face, il y avait un gros marché un peu dark, qu'il fallait compenser en disant on vous récompense aussi en étant white. Voilà, et je pense que c'est une bonne décision parce qu'il faut lutter contre ce marché parallèle qui fait qu'exploser, puisqu'on est quand même suivant les vulnérabilités détectées, enfin exploitées, on est à 200, 300 000 euros le code d'exploitation. Est-ce que maintenant vous pouvez expliciter le positionnement de Sogeti et la nature de l'offre à l'attention des entreprises? Alors, dans ce contexte-là, évidemment, est-ce que vous la marketez, vous la formatez? Disons que, étant responsable des activités de tests d'intrusion, globalement les entreprises nous commanditent des tests pour vérifier si oui ou non ils sont étanches. En sachant que on va distinguer un hacker motivé mais qui a du temps avec du test d'intrusion éthique qui est simplement une assurance
relative au temps qu'on y passe. Voilà, donc c'est souvent au regard de la bourse au final. Mais voilà, et j'ai de la chance d'avoir des gens très compétents avec moi qui me permettent d'être sur un temps contraint extrêmement prolifique sur la détection de vulnérabilité, la manière dont il faut corriger pour éviter de se faire avoir. Le seul moyen d'amener un petit peu de structure et d'officiel dans ce marché, ça sera de recourir au bug bounty